Aujourd'hui, il n'y a pas d'image, il n'y a qu'une bibliographie, plus austère. Bien, j'ai consacré plusieurs leçons à examiner des collectifs d'humains et de non-humains que l'on peut qualifier soit comme libres, c'est-à-dire ayant un faible attachement à des sites ou à des trajets, soit comme encastrés, en ce qu'ils ne possèdent pas de territoire en propre, mais ont l'usage de portions du territoire d'autres collectifs avec l'accord tacite ou implicite, ou explicite parfois, de ces derniers. Et je voudrais commencer aujourd'hui à aborder dans cette leçon le rapport à la Terre développé par des collectifs d'humains et des collectifs de non-humains, composés chacun des mêmes types d'êtres et régis par les mêmes types d'institutions, des collectifs monospécifiques donc, qui coexistent au sein d'un même espace et entretiennent entre eux toute une gamme de relations qui vont du partage à l'hostilité. Ce sont les collectifs que j'ai qualifiés d'animistes et dont il faut brièvement rappeler les caractéristiques telles que je les avais définies dans la deuxième leçon. Partout où le régime ontologique de l'animisme domine, dans cet archipel discontinu qui va des basses terres de l'Amérique du Sud, hautes latitudes de l'Amérique du Nord, en passant par l'Asie, incluant aussi l'Asie orientale et un chapelet de populations d'Asie du Sud-Est et de Mélanésie, on retrouve les mêmes types de collectifs, mais peuplés par des existants très différents. Car chaque forme d'être constitue un collectif à part, une espèce sociale caractérisée par une morphologie, par des dispositions et par un type de comportement particulier, soit un genre de regroupement qui combine les attributs d'une espèce naturelle et d'une tribu. Dans le cas des humains, chaque groupe ethnique, chaque tribu, chaque unité dialectale est donc vu à l'instar d'une espèce dont les moyens d'agir sur le monde et la façon de l'occuper sont la résultante d'un équipement qui lui est propre. Les outils, les armes, la langue, les parures, l'habitation, les techniques de subsistance, les formes d'autorité, les règles de mariage, les règles de la descendance, tout ce que nous avons l'habitude de considérer en Occident comme des attributs culturels typiques d'un groupe humain sont au contraire vus en régime animiste comme des attributs qu'on pourrait appeler naturels, même si le terme n'a guère de sens dans ce contexte, qui sont intrinsèques en tout cas à l'espèce particulière d'humain qu'ils caractérisent et servent à identifier de la même façon que la forme du bec, la couleur du plumage, le type de nid, le régime alimentaire et les messages sonores vont permettre de différencier telle ou telle espèce d'oiseau. Donc le monde animiste, il est composé de collectifs d'humains et de collectifs de non-humains, pour l'essentiel parmi ces derniers des espèces animales, des espèces végétales et des races d'esprits, de fantômes, de présences surnaturelles, si vous voulez, qui sont tous régis par des institutions semblables à celles du collectif humain qui sert de gabarit interprétatif au collectif de personnes non humaines avec lesquelles il interagit. Donc, selon que l'on voit, disons, l'espèce des pécaris, à partir du point de vue de la tribu-espèce des Achuars, ou à partir du point de vue de la tribu-espèce des Yaguas, l'une et l'autre des populations amazoniennes entretenant des relations avec des collectifs de pécaris, eh bien, la forme organisationnelle que la tribu-espèce des pécaris revêt et les valeurs qui l'animent vont varier. Ils sont belliqueux dans un cas,
pacifiques dans l'autre, possédant leur propre chaman dans un cas, ou dépendant de ceux d'autrui dans l'autre, préférant la vie villageoise dans un cas, ou l'habitat dispersé dans l'autre. Et c'est ce genre de variation contrastée que l'on a pu voir dans la 4e leçon consacrée au territoire imbriqué des collectifs humains et des collectifs non humains dans le nord-ouest de l'Amazonie. De ce point de vue, les membres de tous les collectifs sont réputés se voir eux-mêmes comme des humains, quelle que soit par ailleurs leur forme générique, et ce n'est qu'aux yeux des autres collectifs que chacun d'entre eux apparaît avec ses caractéristiques singulières. Autrement dit, l'identité d'un collectif n'est visible ici qu'aux yeux des autres. Ces particularités de forme et de comportement ne sont appréhendées comme des signes de sa singularité que par ceux qui appartiennent à d'autres tribus espèces. Un bon exemple de la façon dont cet emboîtement des points de vue produit des collectifs différenciés est offert par un mythe des Matsigenga de l'Amazonie péruvienne, recueilli par France-Marie Casevitz et publié dans sa monographie Le banquet masqué, dont je donne ici la référence. Les Matsigenga, ce sont un peuple de langue arawak vivant sur les piémonts orientaux des Andes centrales du Pérou, à la charnière des formations étatiques des hautes terres andines et des Indiens de la forêt amazonienne. Ils sont exposés donc depuis des millénaires aux visées annexionnistes des États andins, des formations politiques centralisées andines à l'ouest, mais aussi aux menaces guerrières des sociétés de l'aval, c'est-à-dire à l'est. Et donc ils ont tiré de cette position inconfortable, intermédiaire, interstitielle, une philosophie d'altérité et une réflexion sur la condition humaine qui se donnent à voir de façon particulièrement originale dans leurs mythes. Ces mythes montrent bien comment cette population de l'entre-deux se représente le défi posé par la coexistence avec des voisins qui cherchent sans trêve à les assimiler, soit pour les identifier à eux, c'est le cas des formations politiques andines, soit pour s'approprier leur identité, c'est le cas des populations amazoniennes qui les jouxtent à l'est. Le mythe que rapporte France-Marie Casevitz relate un voyage entrepris par des Matsigenga à la découverte du monde. Et donc ils arrivent chez différents peuples qui sont définis à chaque fois par leur régime alimentaire. Chaque nouveau peuple semble en tout point semblable aux visiteurs. Il parle la même langue, communique sans difficulté, il a le même genre d'habitation, le même type de technique de subsistance, et l'environnement forestier qu'occupe ce peuple ne diffère en rien de celui des Matsigenga. Les gens qu'ils visitent en premier lieu leur offrent du poisson pour le dîner, puis leur proposent qu'ils mangent avec eux, et ils leur proposent le lendemain d'aller pêcher avec eux. Mais en fait, les amphitrions capturent des serpents venimeux qu'ils appellent poissons et qu'ils consomment comme tels. Les Matsigenga font montre de leur répugnance à l'idée de manger cela et leurs amphitrions leur disent « mais qu'à cela ne tienne, si vous voulez manger des serpents venimeux, allez dans la rivière où il y en a beaucoup. » Et donc ils vont dans la rivière pêcher des poissons et ils les ramènent au village où ils sont hébergés. Chacun des deux groupes, voyant les autres ramener ce qui à leurs yeux est des serpents, lui reproche de manger une nourriture immonde et chacun décide de manger à part à la nuit tombée.
les amphitryon consommant leurs serpents qu'ils voient comme des poissons, tandis que les Matsinyenga consomment leurs poissons que les maîtres de maison voient comme des serpents. Les visites dans d'autres villages se succèdent. Le village suivant, il est peuplé par des gens qui mangent des serpents corail. Un serpent très commun en Amazonie, un petit serpent avec des anneaux rouges et noirs, qu'ils appellent paca. Paca, c'est un petit mammifère à la chair délicate que tous ceux qui ont fréquenté l'Amazonie se souviennent avec plaisir. Le même genre de quiproquo se reproduit. Les Matsinyenga vont débusquer un paca dans un terrier qu'ils rapportent pour le dîner, au grand dégoût de leurs amphitryon qui n'y voient qu'un gros serpent corail. Tandis que les Matsinyenga reprochent à ceux qui les accueillent de manger des serpents corail qu'ils prennent pour des pacas. Le village suivant est habité par des gens qui piègent et mangent des chauves-souris, qu'ils voient comme des oiseaux tangara, petits oiseaux aussi très classiques de la région. Le village suivant encore est peuplé de gens qui chassent à l'arc des boules de feu qu'ils voient comme des aras. Et de là, les Matsinyenga se rendent chez des mangeurs de vautours qui voient ces charognards comme des pénélopes. Ce sont des oiseaux très communs aussi en Amazonie qui ont l'apparence et la taille d'une pintade et qui sont un gibier de choix. Et ils décident alors de rentrer chez eux. Alors on notera que dans cette sorte d'ethnographie Matsinyenga des collectifs, c'est la capture des animaux qui révèle aux yeux des visiteurs la véritable nature de leurs amphitryon, car le repas qu'on leur offre à chaque fois à leur arrivée ne leur permet pas de discerner qu'ils mangent autre chose que ce qu'on leur a présenté comme du poisson, comme du paca ou comme des pénélopes. Donc le traitement culinaire uniformise les nourritures qu'ils transforment, et c'est seulement dans l'action pratique de se procurer ces nourritures que leur identité réelle se révèle, et donc, ipso facto, l'identité de ceux qui les consomment. On en trouve un exemple dans un autre mythe Matsinyenga, rapporté par Franz-Marie Kasewitz, qui est le mythe du serpent. Je cite in extenso le mythe tel que rapporté par Franz-Marie Kasewitz. Le serpent passe tout son temps à chercher et à chasser des tapirs. Mais ce qui est un tapir pour lui est en réalité un homme. Il prend l'affût des heures près d'un chemin dans l'attente d'un passant. En voilà un dont on entend les pas. Il se saisit de sa pointe de flèche, en réalité son crochet à venin, et quand la proie s'approche, la lui fiche dans les côtes. Il se précipite alors sur sa victime pour en arracher la pointe toute rougie. Il la rapporte chez lui, la montre à son beau-frère, Fer de Lance. Fer de Lance, c'est le nom français d'une espèce de serpent particulièrement venimeuse et commune en Amazonie, de l'espèce Bothrops atrox. Et il dit donc à son beau-frère Fer de Lance, « Beau-frère, j'ai fléché un tapir. Apporte-moi ta flèche que je l'examine, lui répond-il, et découvrant que la flèche est toute rouge, il ajoute « Oui, tu as réussi, allons ensemble chercher. Où l'as-tu fléché ? Là-bas. » Ils se mettent aussitôt en route et le trouvent étalé par terre. Fer de Lance le tâte, il ne bouge pas, néanmoins il appelle Serpent. « Beau-frère, prends ta flèche et fiche-la à nouveau. » Rapidement, Serpent le pique une deuxième fois, et cette fois, le gisant est bien mort. Il le charge et le rapporte chez eux pour le boucaner. Alors, on remarquera que nous n'avons pas affaire ici à une histoire du temps jadis, comme le mythe précédent, mais à une sorte de commentaire, qu'on pourrait dire d'histoire naturelle, expliquant pourquoi les gens serpents se comportent aujourd'hui tels qu'ils le font vis-à-vis des humains. Ce n'est pas par méchanceté, simplement, ils les prennent pour des tapirs. Et en dehors de cette déplorable illusion,
déplorable évidemment aux seuls yeux des Matsigenga, les serpents se voient eux-mêmes comme des sortes d'humains, non pas qu'ils partagent la condition des humains comme espèce, puisqu'ils sont justement incapables de voir les Matsigenga sous l'apparence qu'ils prennent à leurs propres yeux, mais parce que tout dans leur mode de vie évoque celui des humains. Alors, il faut préciser ici qu'il s'agit de toute évidence, Franz-Marie Clausewitz ne donne pas le terme Matsigenga, mais de serpents génériques, dont seul l'un d'entre eux est nommé, fer de lance, ce qui suggère, puisque c'est un beau-frère, une endogamie au sein du genre serpent, mais une exogamie entre les différentes espèces qui composent le genre. Donc chez les gens serpents, il y a ainsi des beaux-frères qui chassent à l'arc, qui habitent une maison, qui font boucaner la viande. C'est un collectif homologue dans sa structure et dans son organisation au collectif des gens Matsigenga, et ceci non pas à l'aube de l'humanité ou dans le monde des rêves et des illusions, mais un collectif qui est composé de gens qui déploient une causalité intentionnelle ici et maintenant, et tout particulièrement évidemment chaque fois qu'un Matsigenga se fait mordre par un serpent. Les différences de point de vue entre humains et non-humains que les récits Matsigenga mettent en évidence sont évidemment des exemples de cette métaphysique des relations entre espèces si communes en Amazonie qu'Eduardo Viveros de Castro a appelé le perspectivisme. Je rappelle la définition canonique que Viveros de Castro en a donnée dans le premier article où il développe le principe du perspectivisme, dans un article de Mana en 1996. Je le cite, « Les humains en conditions normales voient les humains comme humains, les animaux comme animaux, et les esprits, s'ils les voient, comme des esprits. Les animaux prédateurs et les esprits voient les humains comme des animaux, des proies, tandis que les animaux, le gibier, voient les humains comme des esprits ou comme des animaux prédateurs. En revanche, les animaux et les esprits se voient comme humains. Ils s'appréhendent comme ou deviennent anthropomorphes quand ils sont dans leur propre maison au village et vivent leurs propres usages et caractéristiques sous les espèces de la culture. Selon Viveros de Castro, je rappelle un argument qui est bien connu, la forme humaine et les dispositions culturelles imputées aux animaux par les Amérindiens sont des sortes de déictiques cosmologiques immanents au point de vue. En effet, les ethnonymes amérindiens que l'on a coutume de traduire par les êtres humains, les gens, les seuls véritables, les personnes, etc., et qui sont d'ordinaire interprétés comme des signes d'une propension ethnocentrique à réserver le nom générique de l'humanité à la seule tribu qui s'estime en droit de le porter, ces ethnonymes doivent plutôt être envisagés du point de vue de la pragmatique que de la syntaxe, donc de leur usage contextuel plutôt que de la grammaire. Autrement dit, on doit les envisager comme des pronoms et non comme des substantifs. Ils indiquent une position de sujet, ils sont un marqueur d'énonciation et non pas un nom. Et de tels ethnonymes, donc, loin d'être des indices d'exclusion ontologique, nous sommes nous les seuls hommes véritables, se contentent en fait de caractériser le point de vue du locuteur, les gens étant ici synonymes de nous. De sorte qu'en disant que les non-humains sont des personnes dotées d'une âme, les Amérindiens leur confèrent en réalité une position d'énonciateur, les définissant comme sujets. Je cite une formule bien connue de Viveros de Castro, et sujet
qui possède une âme et possède une âme qui est capable d'un point de vue. Donc le perspectivisme, c'est ici l'expression de l'idée que tout être qui occupe un point de vue de référence et se trouve ainsi placé en situation de sujet, s'appréhende sous les espèces de l'humanité, la forme corporelle et les usages des humains constituant des attributs pronominaux du même type que les autodésignations ethnonymiques. Dans la pratique, toutefois, le perspectivisme n'est ni généralisé à la totalité de l'archipel animiste, ni exclusif à celui-ci. On en trouve des exemples saisissants dans ces collectifs typiquement analogistes que sont les communautés autochtones du Mexique, tant contemporaines que précolombiennes, mais aussi dans des populations de Mongolie et d'Asie centrale qui semblent osciller selon les lieux entre un régime analogiste et un régime animiste. Je reviendrai à cette question dans une leçon ultérieure. Le perspectivisme, il est donc exprimé au premier chef dans les mythes, de façon exemplaire, comme celui des Matsigenga qu'on vient de voir, dans les récits d'expériences chamaniques et dans des jugements au sujet des capacités de telle ou telle classe d'êtres, de sorte qu'on doit le voir comme une sorte de théorie épistémologique de la connaissance interespèce ou comme une codification du caractère positionnel de certaines ontologies et non comme un vadémécum pratique des interactions entre collectifs humains et collectifs non humains. Son registre du perspectivisme est, me semble-t-il, plutôt de l'ordre de la philosophie spéculative, et c'est d'ailleurs dans cette direction que Viveros de Castro a développé le perspectivisme au cours de ces dernières années, et non dans celui de la sociologie quotidienne, sur laquelle il n'a aucune emprise normative. Il exprime au fond, le perspectivisme, une possibilité logique dans un jeu à deux positions. Si les humains se voient avec une forme humaine et voient les non-humains avec une forme non humaine, alors des non-humains qui se voient avec une forme humaine devraient voir les humains avec une forme non humaine. Mais dans la pratique, une telle épistémologie de la connaissance mutuelle entre espèces rend les interactions entre collectifs humains et collectifs non humains extrêmement malaisées, puisque fondées sur le quiproquo permanent. Les humains doivent ou bien accepter, dans leur rapport avec les animaux et les esprits en particulier, qu'il n'y a aucune coïncidence des points de vue, ce qui peut avoir des conséquences très fâcheuses pour eux, ou bien ils doivent corriger mentalement à chaque fois les inversions de perspective pour les réaligner de façon à pouvoir entrer dans une relation de communication avec les espèces avec lesquelles ils interagissent. C'est pourquoi, dans la plupart des interactions effectives entre collectifs humains et collectifs non humains, et non plus dans la théorie générale de leur connaissance mutuelle, les populations animistes se comportent en fait comme si les non-humains les voyaient sous leur forme humaine et non comme des animaux prédateurs ou comme des esprits. Je n'en donnerai que quelques exemples dans lesquels des animaux ou leurs représentants nouent avec les humains ou acceptent de leur part un commerce ordinaire d'humain à humain en adoptant pour ce faire une forme humaine. On peut en déduire que si des animaux se font reconnaître comme des humains par des humains, c'est qu'ils ont conscience que les humains, auprès desquels ils cherchent à se faire identifier, ont effectivement une forme humaine.
Alors par exemple, Jean-Pierre Chaumeil rapporte dans sa monographie sur les Yaguas de l'Amazonie péruvienne, Voir, savoir, pouvoir, le récit d'un chasseur qui va rendre visite à la maîtresse des animaux de la Guajal. La Guajal, c'est le terme, dans l'espagnol local, on donne à des dépressions inondées qui sont peuplées de palmiers Mauricia flexuosa, qui sont assez souvent des lieux où résident les maîtres du gibier. Il va négocier donc avec la mère du gibier un lâcher de gibier, et le commerce est présenté comme pacifique, même si dans la théorie perspectiviste officielle, pourrait-on dire, le chasseur Yagua aurait dû être vu comme du gibier par la mère des animaux. Et loin de manifester de l'agressivité, la mère du gibier lui dit, je cite Chaumeil, qui cite son informateur Yagua, « Chaque fois que tu viendras chasser par ici, viens donc m'acheter mes animaux. Je peux te donner des tapirs, des porcs et toutes sortes d'oiseaux. Maintenant, tu peux visiter la cité si tu veux. » Après avoir visité la cité des animaux, le chasseur dit à la mère, « Maintenant, je m'en vais. Quand l'envie m'en prendra, je reviendrai acheter tes animaux. » Et la mère répondit, « Oui, viens encore une autre fois, car je suis disposé à te vendre mon troupeau, les oiseaux, la viande, les tapirs et les poules. Quand tu chasses, passe donc par ici. » Dans le même ordre d'idées, Gerardo Reichel Dolmatov, que j'ai cité dans une leçon précédente, mentionne dans son livre Amazonian Cosmos que les animaux visitent dans leurs rêves les chasseurs des sanas de l'Amazonie colombienne sous l'apparence de jeunes filles séduisantes, justement pour les séduire. J'ai moi-même rapporté dans les Lances du crépuscule, dans une monographie consacrée aux Hatchoirs, une anecdote d'un Hatchoir qui racontait son amitié avec une loutre à forme humaine, c'est-à-dire qui lui apparaissait sous forme humaine et qui était l'une des incarnations de l'esprit des eaux Tsungi qui venait le visiter toutes les nuits. Plus au nord, alors plus du tout en Amazonie, chez les Cris Mistassini du Québec, Adrian Tanner rapporte l'habitude qu'ont les chasseurs d'expliquer les raisons de leurs gestes à l'ours qu'ils s'apprêtent à tuer, discours que l'ours est dit comprendre. Il est difficile de penser que de telles indications seraient décrites comme possibles si les animaux voyaient les humains simplement comme des animaux prédateurs ou comme du gibier. Donc ces exemples qui contreviennent à la métaphysique perspectiviste officielle n'ont rien de surprenant si l'on se rappelle qu'en régime animiste, les humains et les non-humains sont réputés entretenir des rapports de personne à personne marqués par des régimes de sociabilité et des systèmes d'attitude très précisément codifiés. L'amitié, la séduction, la maternité, l'affinité, l'autorité des aînés, etc. Donc des régimes de sociabilité et des systèmes d'attitude dont les humains qui les adoptent vis-à-vis des non-humains ne peuvent manquer d'escompter qu'ils appelleront chez ceux-ci une conduite réciproque. Si, à l'instar d'un chasseur hatchoir, je traite un singe laineux, dont je pense qu'il se perçoit comme un humain, selon les usages convenus dans le traitement des beaux-frères, ce qui est le cas chez les hatchoirs, il faut bien que j'attende de ce singe laineux qu'il me réponde à l'identique, c'est-à-dire qu'il me considère en code humain. Car un humain peut nouer un rapport socialement prescrit avec un non-humain qui se voit comme un humain, tandis que le non-humain ne saurait lui rendre l'appareil s'il ne lui attribue pas la même humanité dont il s'estime doté, et cette humanité, évidemment, elle s'incarne au mieux dans la corporéité humaine sous laquelle il le perçoit. Alors évidemment, le non-humain pourrait voir l'humain sous une forme non humaine et supputer néanmoins que cet humain s'appréhende lui-même comme humain.
la spéculation possible. Mais cela supposerait, par conversion réflexive, que cet animal ait lui-même conscience de n'être pas humain, en dépit de la forme humaine qu'il s'impute. Ce qui paraît peu plausible, et en tout cas n'est pas confirmé par l'ethnographie, à ma connaissance en tout cas. À l'inverse, ce que l'ethnographie de l'archipel animiste montre amplement, c'est que les schèmes de relations dominants entre les collectifs humains sont également ceux qui caractérisent les relations entre collectifs humains et collectifs non humains. Alors, j'ai mis en évidence dans Par-delà nature et culture que ces schèmes de relations dominants dans les collectifs animistes et entre les collectifs animistes correspondent à 3 formules qui assurent le mouvement potentiellement réversible d'une valeur quelconque entre 2 termes ayant le même statut ontologique. La première de ces formules, c'est l'échange, et il se caractérise comme une relation symétrique dans laquelle tout transfert consenti d'une entité à une autre entité exige une contrepartie en retour, c'est la définition même de l'échange, tandis que les 2 autres formules sont asymétriques, soit qu'une entité A prenne une valeur à une entité B, et cette valeur, ça peut être sa vie, son corps ou son intériorité, sans lui offrir de contrepartie, et j'appelle cela prédation, soit au contraire qu'une entité B offre une valeur à une entité A, et ça peut être elle-même, sans en attendre de compensation, et j'appelle donc cette asymétrie positive. Si l'on met l'accent sur les obligations qui découlent de la forme de ces différents types de transferts, plutôt que sur le mouvement des choses transférées, alors on obtient un corps de prescription normative régissant les relations entre les êtres appartenant aux divers collectifs. On obtient une véritable sociologie animiste au sens prescriptif. Alors, je rappellerai brièvement, je l'avais développé dans Par-delà nature et culture, à partir d'exemples ethnographiques amazoniens, les différentes formes que peut prendre cette sociologie animiste, gouvernant indifféremment les collectifs humains et les collectifs non humains. Pour le schème de la prédation, l'illustration qui m'a paru la plus exemplaire est celle des groupes Jivaro de l'Amazonie équatorienne et péruvienne, avec en particulier cette forme exemplaire qui est la chasse aux têtes et la vendetta, la chasse aux têtes entre les tribus Jivaro, la vendetta à l'intérieur de chacune des tribus, qui constituent les principaux mécanismes de structuration des destinées individuelles et des liens de solidarité, en même temps que l'expression la plus visible d'une valeur centrale, à savoir l'obligation d'acquérir chez autrui, par la violence, les individus, les substances et les principes d'identité réputés nécessaires à la perpétuation du soi. Il est courant en anthropologie, on l'a fait pendant longtemps, d'interpréter la guerre et la vendetta comme un échange de mort, réglé donc par ce que Marshall Sahlins avait appelé une réciprocité négative. Or, si l'on prend au sérieux ce qui se passe véritablement dans la vendetta et dans la guerre, dans bien des cas, et en particulier dans le cas Jivaro, si l'on admet par ailleurs que la condition nécessaire de l'échange est l'obtention d'une contrepartie, alors il est impossible de caractériser la guerre Jivaro comme un échange de mort. En effet, si la chasse aux têtes et la vendetta engendrent évidemment à l'ordinaire des représailles, ces représailles, elles ne sont évidemment pas recherchées comme une contrepartie à laquelle on a droit du fait des morts
infligée à autrui. Ce serait absurde. Et les Jivaro prennent au contraire toutes les dispositions pour échapper à leurs conséquences. Donc l'appropriation violente et réciproque d'autrui, réciproque parce qu'il s'agit de mouvements qui viennent se suivre les uns les autres dans le temps, mais qui ne sont pas considérés comme des échanges, cette appropriation violente et réciproque d'autrui à l'intérieur de l'ensemble Jivaro est le produit d'une négation de l'échange pacifique et non le résultat délibérément recherché d'un échange de vie humaine à travers une interaction belliqueuse. Ce qui est frappant, c'est que les rapports des Jivaro avec les collectifs non humains sont aussi structurés par le schème de la prédation. Bien des plantes et des animaux sont pourtant considérés comme des personnes partageant certains attributs ontologiques des humains avec lesquels ils sont liés par des relations de consanguinité et par des relations d'alliance. Et en dépit de cela, les non-humains ne sont pas du tout intégrés dans un réseau d'échanges avec les humains et aucune contrepartie ne leur est consentie lorsque l'on prend leur vie dans le cadre quotidien des activités de subsistance. À l'instar des humains, dans leur rapport à d'autres humains, les non-humains ont même tendance à vouloir se venger de la prédation à laquelle ils sont soumis, comme l'illustre le cas du manioc, plante tout à fait inoffensive, qui constitue l'aliment principal des Jivaro et qui est réputé sucer par ses feuilles le sang des femmes et qui les cultivent, qui sont donc en contact permanent avec lui, et de leurs enfants en bas âge. Donc la capture de personnes réelles ou virtuelles chez les ennemis proches ou lointains, l'appropriation sans contrepartie du gibier et cette espèce de guérilla quotidienne avec le manioc cannibale expriment, en des domaines différents, un identique refus de l'échange dans les rapports avec autrui, humains ou non humains. Et je m'empresse d'ajouter qu'une telle attitude n'est pas propre aux Jivaro. Bien d'autres exemples de prédation généralisée peuvent être trouvés dans l'archipel animiste, en Amazonie, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. Les cas où c'est en revanche l'échange qui constitue le schème dominant sont aussi très communs, et notamment en Amazonie. On en a vu un exemple typique lors de la 4e leçon, lorsque j'ai examiné les collectifs Tucano du nord-ouest amazonien. Je me contenterai donc de rappeler très très brièvement les caractéristiques saillantes du schème de l'échange dans les interactions entre humains et avec les non-humains, tels qu'ils fonctionnent dans cet ensemble pluriethnique. L'obligation impérieuse de l'échange entre les collectifs humains se manifeste d'abord de façon spectaculaire, évidemment, avec l'exogamie linguistique, qui commande à chaque groupe local d'obtenir des épouses dans des groupes parlant une autre langue que la sienne. Bon, il y a d'autres facteurs que j'ai passés en revue qui concourent à imbriquer les peuples du nord-ouest amazonien dans une organisation régionale inclusive, qui sont notamment la division régionale artisanale du travail, qui confère à chaque tribu une spécialisation et donc l'exclusivité dans la confection d'un type d'objet nécessaire à la vie quotidienne de tous. C'est une spécialisation donc, qui contribue à une circulation généralisée des artefacts qui accentue le sentiment de dépendance consentie de chacun envers chacun. Enfin, les liens de dépendance mutuelle sont renforcés par la pratique des visites, des fêtes de boissons, etc. Donc, en dépit de la diversité des langues, chaque maloka, chaque groupe de filiation, chaque unité domestique, chaque groupe linguistique a ici conscience
de devoir sa pérennité matérielle et idéale aux échanges réglés avec les autres parties du tout. Comme on l'a vu aussi lorsque j'ai parlé du nord-ouest amazonien, dans le rapport avec le monde animal, c'est aussi une logique de la parité méticuleuse dans la compensation qui régit les interactions pratiques, puisque tout animal tué à la chasse doit être compensé par une contrepartie fournie par les humains aux esprits maîtres du gibier, cette contrepartie pouvant parfois prendre la forme de l'âme d'un défunt humain qui se transformera en un animal voué à être chassé. Cette modalité des interactions fondées sur des échanges paritaires entre collectifs humains et collectifs non humains n'a rien d'exceptionnel. Je dirais que c'est même probablement le schème de relation le plus courant en régime animiste. Je n'en donnerai qu'un seul autre exemple, mais qui a le mérite de rendre plus évident encore le fait que les collectifs humains et les collectifs non humains peuvent être liés par des obligations contractuelles tout à fait semblables à celles qui engagent les humains. Alors le cas se situe très loin de l'Amazonie, parmi les Reungao des hauts plateaux du Vietnam central. Je me réfère ici à la monographie du père Émile Kemlin. L'anecdote suivante est rapportée donc par le père Kemlin au sujet d'une femme qui s'appelle Oi. Je cite donc le père Kemlin. Un soir qu'elle pilait son riz sur l'avancée de sa maison, un tigre se débattait tout à côté d'elle, étouffé par un os qui lui était resté dans la gorge. Dans un des bonds prodigieux qu'il faisait pour se débarrasser du corps qui le gênait, il atteignit l'avancée de la maison. Oi, saisi d'effroi, laissa échapper son pilon qui alla tomber sur la tête de l'animal. Celui-ci en éprouva un tel sursaut que du coup il fut débarrassé de l'os qui l'étranglait. Il partit tout joyeux. La nuit suivante, la femme revit l'animal en songe sous forme humaine. Nous allons conclure ensemble amitié de père à fille, dit le tigre à Oi. Elle répond, je n'ose pas, qui serait assez audacieux pour prétendre à pareille chose. Alors, assaut d'amabilité, au contraire, c'est moi qui ai peur d'essuyer un refus de ta part, etc. Le lendemain matin, pendant que la femme se rendait au bois, elle rencontra de nouveau le tigre, mais cette fois non plus en rêve, mais en chair et en os. Il tenait un énorme sanglier sur son dos. C'est un peu mystérieux, mais enfin bon. Aussitôt que l'animal l'aperçut, il déposa sa proie, la partagea en deux, lui en jeta une moitié et continua sa route en emportant l'autre. Ce ne fut pas la seule fois que cette femme jouit de pareil relief, car à dater de ce jour, elle n'avait qu'à aller à la forêt pour trouver des restes de cerf ou de chevreuil que son père adoptif lui laissait. Fin de la citation. Alors, le père Kemlin, pour être missionnaire, n'en était pas moins un excellent observateur, et ses études ethnographiques sur les Reungao, dont il parlait fort bien la langue, continuent jusqu'à maintenant à faire autorité et à être confirmées d'ailleurs par des ethnographies plus récentes. Aussi nous apprend-il que le pacte conclu entre Oi et le tigre est un contrat d'un type tout à fait particulier qui s'appelle Kraukomba et qui est l'une des nombreuses formes d'alliances contractuelles que les Reungao peuvent passer avec des humains, mais aussi avec des non-humains, chacune de ces alliances contractuelles comportant des obligations spécifiques aux deux parties. On voit bien donc, dans un tel cas, que les inversions de perspective ne jouent aucun rôle dans les relations concrètes entre collectifs humains et collectifs non humains, relations qui sont au contraire structurées par des rapports d'échange contractuels présupposant qu'il n'y ait point d'équivoque possible quant à l'identité des parties en présence
et quant aux capacités dont chacune dispose pour que l'échange soit fructueux pour tous. Un dernier schéma de relation caractéristique des collectifs animistes est celui du don ou du partage, dans lequel le transfert d'une valeur n'appelle pas de contrepartie. En Amazonie, ce schéma de relation est fort bien illustré par les populations arawak du piémont des Andes centrales du Pérou, un ensemble pluriethnique dont font partie les Matsigenga, dont j'ai évoqué les mythes perspectivistes il y a un moment. Et c'est un ensemble dans lequel la générosité, la solidarité, la prédominance du bien commun sur l'intérêt des parties ont été élevés au rang de canon suprême des comportements. Les espèces chassées, les espèces animales chassées et leurs maîtres relèvent pour l'essentiel d'une race d'esprits qu'on appelle nos gens ou nos congénères, et qui sont réputés témoigner de bonnes dispositions à l'égard des humains. La plupart des oiseaux chassés sont eux-mêmes des incorporations d'esprit, et leur mise à mort n'est au fond qu'un simulacre. Après que le chasseur ait demandé à l'oiseau son vêtement, son corps donc, l'oiseau lui offre son enveloppe charnelle, il l'offre à la flèche du chasseur, par compassion pour le chasseur qui est affamé et qui doit nourrir sa famille, et retrouve son apparence humaine invisible en se réincorporant, se réincarnant dans un corps identique. Donc l'animal n'encourt aucun dommage. Et cet acte de bienveillance de sa part n'appelle pas de contrepartie. D'autres espèces communes de gibier à plumes sont les protégés, non plus les avatars, des esprits qui les donnent aux humains pour qu'ils les chassent, là encore sans contrepartie, et cette bonté s'explique par le fait que les esprits, leur transformation animale et les espèces qu'ils commandent sont identiques aux humains, au fond, sur le plan ontologique. Les populations arawak les considèrent comme de très proches parents, et le don de leur dépouille est un simple témoignage du devoir de générosité qui s'impose entre des gens d'une même parentèle. Or, l'altruisme et la prodigalité dont les esprits animaux font preuve dans le don de leur dépouille est en fait un écho dans les rapports entre collectifs humains et collectifs non humains, des rapports internes au collectif humain à l'échelle de l'ensemble linguistique arawak, rapports qui sont caractérisés par un ethos où sont privilégiés la confiance, la générosité et l'horreur de la contrainte. Ces peuples arawak, en effet, ont poussé très loin la volonté de conjurer en leur sein la dissension et l'altérité, en réduisant au minimum ces écarts entre les individus qui sont au fond indispensables pour qu'une relation soit de réciprocité, soit de prédation puisse s'établir. Ils sont en particulier notoires, ces peuples, pour la forte censure qu'ils exercent à l'encontre de la violence interne, source de ressentiment durable et facteur pour eux de désagrégation du lien social. Les Matsigenga offrent un exemple spectaculaire de cette inhibition de la dissension lorsque des hommes qu'un différend oppose, généralement à propos d'une femme, s'affrontent dans des joutes verbales. Et les provocations y alternent avec les offres d'apaisement. Et la querelle s'achève lorsque l'un des protagonistes, réfléchissant sur lui-même, sur sa propre personne, l'agressivité qui l'anime, commence à se frapper lui-même à coups redoublés, imité immédiatement par
son adversaire. Et l'idéal du don et du partage comme schème dominant des relations entre collectifs n'est pas propre à ce que je viens d'évoquer. Il a été décrit dans bien d'autres régions de l'archipel animiste, par exemple dans les tribus algonquiennes du nord de l'Amérique du Nord, plus au nord chez les Inuits, ou encore loin de là chez les Chewang, par exemple, de Malaisie, ou chez les Bouides des Philippines. Alors, pour caractériser ces différentes formules de la sociologie animiste, j'ai parlé de schèmes de relations dominants, car aucune relation n'est hégémonique. Et chacune des trois principales que j'ai mentionnées, la prédation, l'échange et le don ou le partage, qui sont ici synonymes, en englobe d'autres qu'elle réoriente en partie. Ainsi, la prédation, qui caractérise, comme je l'ai dit, autant les rapports entre collectifs givaraux que ceux qu'ils entretiennent avec les collectifs animaux, eh bien, la prédation, elle laisse la place à l'échelle locale à des rapports d'échange symétriques, notamment matrimoniaux, de même que la prédation exercée sur le gibier se voit en partie compensée par la pratique généralisée de l'apprivoisement des petits animaux, une relation de protection dominatrice qui suppose évidemment une inégalité de statut entre le protecteur et le protégé, tandis que la prédation relie au contraire, ça il est important de le souligner, deux termes de même niveau ontologique. Sinon il n'y aurait pas de prédation. J'ai besoin d'un équivalent de moi-même pour alimenter et ma personne, et mon corps, et mon identité locale. On trouve aussi à l'inverse une forme d'englobement de la prédation par l'échange dans les collectifs du nord-ouest amazonien. Par exemple, dans la pratique qui est exceptionnelle, il est vrai, qui a maintenant disparu, des raids pour se procurer des épouses dans des groupes linguistiques avec lesquels on n'échangeait pas normalement des femmes. Ou encore dans les rapports entre collectifs humains et collectifs non humains, qui, pour être formulés dans le langage général de l'échange et être officiellement garantis par un pacte de réciprocité, n'en prennent pas moins la forme effective d'une chaîne trophique reliant des mangeurs et des mangés. En outre, et comme on l'a vu dans la quatrième leçon à propos donc, du nord-ouest amazonien, les rapports d'échange paritaires entre collectifs tucanos englobent aussi des rapports de protection dominatrice et d'exploitation effective que les tucanos exercent sur les collectifs d'Indiens Makou. Autrement dit, même s'ils sont régis par un schème de relations dominant, les rapports concrets entre collectifs prennent des formes plus souples qui autorisent des combinaisons complexes de relations entre des termes, voire le changement de statut de certains termes en fonction des circonstances. Ainsi, les animaux chassés, qui sont des alter-ego traités comme des affins, deviennent-ils, lorsqu'ils sont apprivoisés et hébergés dans le cadre domestique, deviennent-ils des êtres en tutelle traités comme des enfants? Donc, ils changent de statut. C'est pourquoi la position ontologique des termes peut être modifiée lorsque ces termes sont subsumés dans une relation différente de celle qui les définit en temps ordinaire. Alors, les termes que j'emploie pour qualifier les relations caractéristiques de la sociologie animiste, la prédation, l'échange, le don, le partage, sont évidemment des abstractions anthropologiques qui ne sont pas formulées comme telles par les collectifs humains
qui les met en œuvre. Ces trois grands régimes de relations synthétisent simplement chacun des formes d'obligation qui s'imposent ou non aux termes humains et non humains de la relation. L'obligation de rendre en retour dans l'échange, ou au contraire le droit de prendre sans rendre, droit qui vous est concédé dans le don ou que l'on s'arroge dans la prédation. Mais dans le vocabulaire des institutions locales de l'animisme, ces formes de relations sont formulées dans les mots des rapports entre humains. Les obligations de l'échange s'expriment en général dans le vocabulaire des rapports entre affins. Le don s'exprime dans le vocabulaire des obligations entre parents proches, par exemple le partage de nourriture, tandis que le rapport prédateur au gibier s'exprime en général dans la terminologie propre à la guerre ou à la sexualité. J'ai déjà expliqué dans la leçon que j'ai consacrée à la conceptualisation de ce que j'entends par collectif les raisons pour lesquelles l'emploi généralisé dans tout l'archipel animiste d'un vocabulaire dénotant des relations entre humains pour désigner aussi des relations entre des collectifs de personnes humaines et des collectifs de personnes non humaines, pourquoi cet emploi n'impliquait pas pour autant que les derniers types de relations, c'est-à-dire les rapports entre des collectifs de personnes humaines et des collectifs de personnes non humaines, devaient être réduites à des projections métaphoriques des premières. Je me contenterai donc de rappeler l'argumentation en quelques mots. Il se trouve en effet que les relations entre humains sont en général mieux spécifiées que les relations entre non-humains et que les catégories d'humains aussi sont moins nombreuses que les catégories de non-humains et aussi que les conduites à tenir entre humains sont mieux prescrites et codifiées que les autres. Vous n'avez pas, même ici, dans notre monde naturaliste, un corps spécifique de conduite à tenir vis-à-vis de la très grande majorité des non-humains, que ce soit des artefacts ou des objets naturels. C'est la même chose partout. En outre, et c'est tout particulièrement le cas dans l'archipel animiste, la normativité des attitudes prescrites, par exemple entre types de parents, est renforcée évidemment par leur répétition. C'est en se conformant aux rapports de familiarité ou d'évitement, de respect ou de badinage avec tel ou tel parent que la légitimité et la normalité de leur caractère prescriptif vont ressortir. Mais c'est aussi parce que les relations entre humains autorisent des variations plus larges que les interactions observables entre non-humains, et notamment du fait que leurs différences d'expression instituées deviennent plus manifestes lorsqu'elles sont comparées avec un regard critique aux formes qu'elles revêtent dans les sociétés voisines. Et tout le monde fait ça, tout le monde compare les institutions propres avec les institutions des voisins. Il suffit donc d'observer le comportement, plus exactement que le comportement des maris vis-à-vis de leur épouse, ou que la manière dont des parents traitent leurs enfants est très différente dans la tribu d'à côté que je visite à l'occasion, pour que ce type de conduite, et donc le rapport entre humains qu'elle qualifie, apparaisse comme une relation discrète, susceptible de recevoir plusieurs expressions. Et donc, elle devient progressivement une sorte d'hypostase. Donc, les rapports entre conjoints et les rapports entre les géniteurs et leurs enfants ne sont pas que des catégories isolées par les anthropologues, ils fournissent à tous ceux qui en font l'expérience la matière à des commentaires réflexifs et à des jugements d'évaluation qui donnent à ces rapports une consistance suffisante pour qu'ils puissent être employés à d'autres usages
qu'à la qualification des relations qu'il caractérise à l'origine. Donc les relations entre humains, elles se présentent comme des schèmes relativement abstraits, faciles à mémoriser, plus faciles à mobiliser pour un usage étendu que les relations entre non-humains détectables dans un écosystème. Il faut simplement rappeler, par exemple, que le vocabulaire de l'écologie scientifique ne s'est formé que très tardivement et que des phénomènes qui sont pourtant observables dans l'environnement et qui quelquefois recevaient une forme métaphorique comme la symbiose, la commensalité, la prédation, etc., n'ont acquis un statut scientifique et n'ont été exprimés dans un vocabulaire scientifique à la fin du XIXe siècle en Europe. C'est pourquoi les diverses expressions dans les institutions humaines de ce que j'ai appelé, de ce que j'ai qualifié, disons, comme la prédation, l'échange ou le don, peuvent fonctionner dans les ontologies animistes comme des cadres cognitifs permettant de concevoir et de qualifier non seulement les rapports des humains à tous les êtres à qui ils imputent une intériorité analogue à la leur, mais aussi les rapports entre ces êtres eux-mêmes. Il ne s'agit donc en aucune façon d'un usage métaphorique, plutôt de l'emploi d'une étiquette empruntée au champ des relations entre humains pour désigner une relation plus générale. Alors après ces précisions sur les caractéristiques des collectifs animistes, il convient de se pencher sur la nature de leur rapport à la Terre, qui est l'objet quand même du cours de cette année, en particulier de voir si ce rapport diffère selon que l'on a affaire à des collectifs humains ou à des collectifs non humains. Et c'est ce que je commencerai à examiner lors de la prochaine leçon.